Oui, j'ai la tâche difficile, je le vois bien, il y a un certain nombre de gens qui s'en vont. Donc, c'est un peu une symphonie de Haydn que je vais vous jouer, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les gens restent. Et je vais vous raconter ma vision du monde. Ma vision du monde, c'est une vision du monde passéiste. Je suis un libéral passéiste et je vais vous raconter comment on raisonne en libéral passéiste. Je suis attaché à des valeurs comme la courtoisie. Moi, quand je suis dans un colloque, je reste jusqu'au bout. Et j'écoute jusqu'au bout. Et donc, libéral passéiste, donc je vais m'interroger sur ce qui a été dit, puisque beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas les répéter. Je vais essayer de vous donner un éclairage nouveau, quelques touches, parce que tellement de choses ont été dites que je ne vais pas les compléter, ni les déformer, ni les... Alors, justement, dans les choses qui ont été dites, pour conclure sur ces prolégomènes, je vais essayer d'utiliser un français assez strict et assez précis, parce que ce qui m'a frappé dans les propos qui ont été tenus aussi, c'est quelquefois des choses que, enfin ça peut paraître prétentieux, je ne comprends pas très bien. Par exemple, à un moment donné, quand on a parlé d'énergie, Jean-Marie Chevalier a parlé de faire feu de tout bois. Je trouvais ça très sympathique de faire feu de tout bois en matière d'énergie, mais je me suis demandé quelle est la différence. Je sais pas, je pense que vous le savez, vous êtes français, vous parlez français, il y a une différence très claire entre faire flèche de tout bois et faire feu de tout bois. Faire flèche de tout bois, c'est essayer toutes les solutions possibles pour arriver à un objectif. Faire feu de tout bois, c'est constater qu'on a échoué et qu'on est en train de liquider ses dernières cartouches. Et quand on nous parle d'énergie et qu'on nous dit qu'on va faire feu de tout bois, je trouve que c'est un jeu de mots que je trouve très sympathique, mais c'est très inquiétant. Et donc je vais essayer de vous donner un point de vue qui est un point de vue que j'essaierai de faire équilibré. De même, quand on va parler d'État et de nation, moi je fais la différence entre les deux. Moi, j'ai lu Renan, et je sais qu'est-ce qu'une nation. Et qu'est-ce qu'une nation? Il n'y a pas le seul fois le mot État. Renan, pour lui, une nation, ce n'est pas un État. On nous a parlé du retour des États. Quel est l'État au nom duquel parle M. Cameron en ce moment, sachant qu'il a une majorité d'indépendantistes écossais à Édimbourg? Au nom de quel État parle M. Zapatero, sachant qu'au Parlement à Vitoria, au Pays Basque, il y a une majorité d'indépendantistes? Au nom de quel État parlent ces gens-là? Au nom d'un stock de dettes. Voilà au nom de quoi ils parlent. Mais ils ne parlent plus au nom d'une nation. Et donc, moi, je vais essayer de vous donner un point de vue dans lequel je pense qu'une des forces de la France, c'est qu'il y a une nation qui réussit encore à s'incarner dans un État. Que cet État, il n'est pas porteur d'avenir parce qu'il fait des dépenses d'éducation. J'y crois pas. On nous parle de société d'économie de la connaissance, je ne constate qu'une société de l'ignorance. J'ai en face de moi, encore une fois, j'ai des étudiants, j'ai en face de moi des gens dont l'ignorance me paraît de plus en plus abyssale. Rassurez-vous, cette ignorance, elle est partagée. On nous donne des critères de classement des universités au travers de l'université de Shanghai. Et j'accueille des étudiants qui viennent d'universités les plus prestigieuses et les mieux classées aux États-Unis. Et l'autre jour, je donne dans mon école des cours de mathématiques pour essayer d'apporter un soutien à ces jeunes élèves qui sont en classe d'école supérieure de commerce pour essayer de rejoindre les Master 2 les plus prestigieux auxquels accèdent les polytechniciens et les centraliens. Et il y avait 2 Américains qui étaient là. Ils ont des diplômes équivalents de Bac+5, d'universités les plus prestigieuses des États-Unis, classées parmi les premières de Shanghai. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une intégration par partie. Ils ne savent pas ce qu'un élève de terminale S est capable de faire en mathématiques. Donc on est en train de construire une société qui est une société de l'ignorance, et face à ça, la France a des atouts. Je vais vous définir quels sont les atouts de la France. Alors dans les atouts de la France, j'en ai défini 3. Le premier atout, c'est que je pense que la France a encore une politique étrangère. C'est remarquable car la France est un des rares pays à avoir eu longuement une politique étrangère. Quand je dis ça, il suffit de vérifier et de regarder ce qui s'est passé dans notre histoire. Nous avons toujours eu la première armée du monde, depuis Philippe VI de Valois. Quand il commence à essayer de contester la prétention du roi d'Angleterre à devenir roi de France, il le fait parce qu'il a la première armée du monde. Napoléon III avait en 1870 la première armée du monde, il ne manquait pas un mouton de guêtre. En 1940, la question était de savoir en combien de temps nous serons à Berlin. Eh bien, à chaque fois, l'ennemi était là 3 semaines après. Il était à Paris sous la forme anglaise, prussienne ou allemande. Regardez le bilan, regardez ce que soit à l'heure actuelle l'Allemagne.
l'Allemagne, quelle est sa dimension par rapport à celle de 1871. Regardez la Grande-Bretagne par rapport à celle qui, en 1815, a vaincu Napoléon. Ces pays ont diminué et, pour la Grande-Bretagne, sont en train de disparaître. Nous existons encore parce que nous avons une diplomatie. La première armée du monde est balayée et le travail des diplomates commence. Et de Talleyrand à Delcassé, jusqu'à... Alors, je ne prendrai pas des exemples aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, peut-être, il y a des séquences, pas l'actuel ministre, mais c'est vrai qu'il y a eu des séquences médicales qui étaient plutôt de l'acharnement thérapeutique sur le plan diplomatique. Mais nous avons donc encore une diplomatie. Et cette diplomatie, j'en verrai deux axes importants. Je pense que cette diplomatie est construite effectivement autour de la construction européenne, mais à partir d'un message simple qui était le message de Jean Monnet. Et Jean Monnet avait repéré deux choses, si vous lisez ses mémoires. La première, c'est que l'Union européenne, c'est un syndicat de vaincus. Les gens qui sont dans l'Union européenne sont des gens qui ont perdu en 1940, 1942, 1945. Et Jean Monnet disait, le jour où les Anglais s'apercevront qu'ils ont perdu en Grèce en 1948, ben, ils rejoindront l'Union européenne. Bon, donc ils s'en sont aperçus, pas immédiatement, mais ils s'en sont aperçus. Donc, nous avons une diplomatie qui est une diplomatie de vaincus. C'est-à-dire, nous sommes à la marge de l'Empire. Et être à la marge de l'Empire, c'est être capable de s'apercevoir que l'Empire peut être un allié, mais peut être un ennemi. Quand mon ami Antoine Brunet dit qu'il ne faut pas attaquer le privilège exorbitant du dollar parce que les Chinois veulent sa peau, bravo, qu'ils obtiennent la peau du dollar. Parce que s'ils obtiennent la peau du dollar, peut-être qu'ils éviteront d'essayer d'avoir celle de l'euro. Et donc, pendant qu'il y a des gens qui détruisent le dollar, il y a des gens qui veulent détruire l'euro. Et ça s'appelle des ennemis. Et nos ennemis, ce sont ceux qui veulent détruire l'euro, et encore une fois, ce sont donc les Américains. Donc, être un syndicat de vaincus, c'est être à la marge de l'Empire, avoir une capacité à réagir à l'Empire, et avoir une diplomatie qui réfléchisse à ce qu'est l'Empire. Alors, dernière réflexion sur l'Empire, on a parlé de Luttwak tout à l'heure. Je vous recommande le dernier livre qu'il a fait sur la stratégie de l'Empire byzantin. On peut le lire à trois niveaux. On peut le lire à partir du niveau, il raconte l'histoire de l'Empire byzantin, ce qui ne fait pas des ventes extraordinaires, parce que, encore une fois, dans la société d'ignorance que nous connaissons, vous demandez autour de vous quelle est la date de l'Empire byzantin, qui c'est ces gens-là et tout ça, vous obtenez des résultats assez calamiteux. Et si au passage vous précisez qu'ils sont grecs, alors là, on va encore payer. Bon. Donc, première lecture, vous avez fait un best-seller. Deuxième lecture, vous avez une réflexion sur qu'est-ce qu'un empire. Et donc, Luttwak, effectivement, s'interroge sur qu'est-ce qu'un empire, et il dit il y a deux stratégies. En fait, il y a une stratégie de l'empire universel, justinien, et une stratégie de l'empire en repli, Basile II. Et donc, il y a deux possibilités pour un empire, essayer d'être l'empire universel, porteur de valeurs universelles, y compris d'ailleurs dans les valeurs culturelles, et je reviendrai là-dessus à la fin de mon propos. Et puis on peut être simplement replié sur une vision de son propre destin. Mais on est toujours un empire parce qu'on cherche à mettre le désordre dans les pays avoisinants. Et troisième lecture de Luttwak, Truman, Roosevelt, c'était justinien. Barack Obama, c'est Basile II. Et donc, Basile II cherche à mettre le désordre chez ses pays voisins. Donc, Obama, il cherche à mettre le désordre chez les pays voisins. Et les pays voisins, c'est qui? C'est nous. Donc, avoir une politique étrangère, c'est aussi savoir comment l'Empire va réagir par rapport à vous. Donc, premier bloc de la politique étrangère, c'est savoir comment on réagit par rapport à l'Empire. Deuxième élément qui fait que nous avons une politique étrangère, et deuxième rôle de cette politique étrangère, je pense que nous avons une politique étrangère qui est une politique étrangère qui permet de souder la nation. Encore une fois, je pense que nous avons encore un État, mais un État qui ne peut pas faire grand-chose, un État qui pense ses plaies, mais nous avons une nation. Nous avons une vision de nous-mêmes, et la politique étrangère nous permet d'avoir cette vision de nous-mêmes. Alors, c'est utile aussi en politique intérieure d'avoir une politique étrangère. Je renvoie assez souvent à un exemple célèbre. M. David Lange, qui était le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, était au pouvoir quand il y a eu l'affaire du Rainbow Warrior. Et donc, il était membre du Parti travailliste, il était travailliste néo-zélandais, et membre de l'Internationale socialiste, où il avait bien connu Pierre Mauroy. Et donc, je vous rappelle, c'était la gauche qui était au pouvoir quand on a coulé le Rainbow Warrior. Donc, Pierre Mauroy, qui n'était plus Premier ministre, l'a appelé sur un plan amical en disant « il faudrait peut-être se calmer, là. On est camarades. » Bon, alors on n'a peut-être pas été, mais enfin, on se calme un peu. Et l'autre répond « pendant qu'il défile contre vous, il ne défile pas contre moi. » Eh bien, avoir une politique étrangère aussi, c'est faire en sorte que les gens défilent contre les autres.
Et je dis toujours, quel gâchis quand même. En pleine guerre de l'Irak, on aurait pu porter le départ de la retraite à 70 ans. Parce qu'on ne pouvait pas défiler à la fois contre Bush, immonde, et le départ de la retraite à 70 ans. Donc, première force de la France, je pense qu'elle a une politique étrangère. Elle a une politique étrangère parce encore une fois, elle est capable de se définir dans un monde qui est l'Union européenne, qui connaît ses règles du jeu, par rapport à l'Empire et par rapport à sa propre population. Deuxième élément, je pense que l'économie française est en crise, mais la crise, pour moi, alors, non pas parce que je cultive uniquement le paradoxe, mais parce que j'en suis assez... Il n'y a pas eu de crise. On l'a dit, il y a eu 93, et finalement, on a eu moins de chômeurs qu'en 93. L'économie, alors là, on en vient à des petits modèles économiques. Ce que j'ai retenu de Keynes, c'est le chapitre 22 sur le cycle. Bon, il explique que le cycle, c'est un mécanisme accélérateur-multiplicateur. Il explique que on n'a jamais construit la croissance sur la consommation, donc je suis là systématiquement en désaccord avec mes collègues. La consommation, ce n'est pas un moyen d'avoir de la croissance, c'est l'objectif de la croissance. On fait de la croissance pour pouvoir consommer. Et dans le chapitre 22 de la théorie générale, Keynes explique que ce qui fait la croissance, c'est l'investissement, la politique budgétaire et les exportations. Et donc, ce qui fait le cycle économique, c'est la fluctuation de l'investissement. Donc, on a un problème de cycle économique. Le vrai problème, ce n'est pas un problème d'endettement. Le vrai problème, ce n'est pas un problème de déficit au moment où on creuse le cycle. Le problème, c'est que quand on remonte dans le cycle, eh bien, on a de moins en moins de croissance et de plus en plus de déficit. Donc, le vrai problème de l'économie française, c'est la capacité, et là je suis d'accord, à remonter vers des taux de croissance, mais des taux de croissance dans le cadre du cycle, c'est-à-dire à faire de l'investissement. Or là aussi, et là je rejoindrai plutôt Jean-Hervé Lorenzi tout en m'en éloignant, il dit qu'il faut faire de l'investissement, donc il n'y a qu'à faire le grand emprunt pour faire de l'investissement public. Si l'investissement public c'était la source de la croissance, on aurait fini par s'en apercevoir. Tous ceux qui ont assisté à mes précédentes prestations savent combien je suis ému à chaque fois à l'évocation des abattoirs de la Villette, modèle de l'investissement public, que l'économie de la connaissance mais la société de l'ignorance ont basculé dans l'inconscient collectif, plus personne ne sait ça. Je vous renvoie sur YouTube, il y a une très belle image du général de Gaulle en train de couper ce ruban avec la grue derrière qui commence à démolir. Et donc cet investissement public avait été conçu par des hauts fonctionnaires parmi les plus brillants de la planète que le monde entier nous envie et qui avaient fait des calculs qui étaient imparables, vous pouvez aller revenir. Donc l'investissement, c'est le porteur de la croissance, mais c'est l'investissement des gens qui prennent des risques. Et les gens qui prennent des risques, ça s'appelle des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et donc, je pense que l'avenir de l'Europe, c'est de construire et d'avoir des chefs d'entreprise. Et je pense qu'une des conséquences de la politique européenne, c'est-à-dire la politique de croissance, c'est d'être capable, la politique de concurrence, pardon, c'est de faire émerger ces chefs d'entreprise. C'est par la concurrence qu'on fait émerger une dynamique entrepreneuriale. Enfin, dernier élément, je pense effectivement qu'une des forces de la France, et par-delà une force de l'Europe, on l'a dit, c'est de produire une culture. D'être les détenteurs d'une culture, mais pour moi, être les détenteurs d'une culture, là aussi, je suis assez en désaccord avec la façon dont c'est présenté assez souvent. Je suis un peu, alors c'est mon côté, je ne sais pas si c'est libéral, mais franchement passéiste, j'avais été consterné à l'idée qu'on ne puisse plus fêter dans ce pays l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Bon. C'est vrai que ce Napoléon était un personnage certainement immonde, mais enfin, il était un personnage de son temps. Et à l'époque, il correspondait à une vision de ce qu'était le monde, il correspondait à un état de ce qu'était le monde, et comprendre ce qu'il était, être capable de se référer à lui, c'est aussi se référer à une histoire dont nous sommes les héritiers. Et je pense que cette capacité à produire de la culture, à produire du sens, est une des forces dont dispose la France. Alors il ne faut pas se tromper là-dessus. Je reviens donc à la société de l'ignorance. Bon, je raconte toujours dans une rencontre différente. Il y a, Robert Solow était venu rendre hommage à Jean Fourastier, et donc au moment où il s'apprête à prendre la parole, je crois que tu étais là, Christian, c'était dans des locaux du CNAM, dans l'endroit où avait enseigné Jean Fourastier. Solow s'est tourné vers le personnage qui était à côté de lui, il a dit « C'est qui Fourastier déjà ?» Alors, il a expliqué « Ah bon, les 30 glorieuses. » Et puis il y a quelqu'un qui lui dit « Les 3 glorieuses. » Bon. Et l'étudiante qui lui explique que Fourastier avait parlé de ça en rapport avec les 3 glorieuses. Alors, l'étudiant qui animait le truc à côté de moi m'a demandé ce que c'était que les 3 glorieuses.
Alors maintenant, je ne fais plus le test. Hein. Rien. Je ne demande plus à mes étudiants s'ils savent ce que c'est que les Trois Glorieuses. La chose la plus terrible que vous pouvez leur poser, c'est vous leur demandez quel est entre Louis XV et Louis XVI, quel est celui qui vient après, ils répondent tout de suite Louis XVI. Mais entre Louis XVIII et Charles X, panique. Panique. Bon. Donc, je pense que se référer à une histoire, bon, mais ça suppose une forme d'excellence, et je vais conclure là-dessus. Donc, on a beaucoup parlé de l'intelligence économique et tout ça. Pour moi, c'est deux mots que je ne comprends pas. Mais je vais me référer simplement à Schumpeter, parce que je pense que c'est lui qui est le porteur des valeurs qu'incarne l'Europe et qui sont les valeurs à laquelle on doit se référer. C'est-à-dire, on parle beaucoup de destruction créatrice, d'entrepreneur, mais je vous renvoie au passage où il parle vraiment de l'entrepreneur. Et quand il parle de l'entrepreneur, il hiérarchise ça en 3 blocs. Il y a l'entrepreneur, le vrai entrepreneur qui est une espèce de héros, un personnage quasiment wagnérien. C'est un personnage qui n'existe nulle part, l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une vision. Puis il y a les imitateurs. Les imitateurs, ce sont ceux qui vont, une fois que l'entrepreneur a découvert, a détruit et créé, qui vont... Et puis ensuite, il y a les exploitants statiques. Et l'exploitant statique, c'est le cost killer, c'est celui qui réduit les coûts, qui récupère une entreprise avec un objectif d'être parti avant la faillite, d'avoir accumulé les bonus avant le moment où il y aura la faillite. Et donc, il fait un parallèle, alors là, j'invente rien, encore une fois, il fait un parallèle avec le monde universitaire qu'il connaît bien. Et il dit, dans le monde universitaire, il y a Newton. Et Newton, c'est l'entrepreneur. C'est le génie absolu. Et qu'est-ce qu'il fait, Newton? Rien. Vous prenez la vie de Newton, et Newton a produit 2 fois pendant 6 mois. Et l'humanité a fait des progrès considérables. Je pense que vous vous intéressez à ça. C'est certainement un des individus qui a été le plus intelligent, le plus productif. C'est un vrai génie. Et en face, il met ce qu'il appelle donc l'exploitant statique académique, celui qui publie dans des revues, celui qui est bien évalué au classement de Shanghai. Et donc, je pense que nous nous en sortirons si l'Europe se souvient qu'elle produit des Newtons et non pas le classement de Shanghai. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots.